What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Shkoun. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sabrina Mokran, psychothérapeute et chef d'entreprise. Marhaba bik. Merci Anis pour l'invitation. Je suis ravi que tu sois parmi nous aujourd'hui. Eh bien écoute, le plaisir est pour moi. Alors on a quelques amis en commun qui m'ont beaucoup parlé de toi, en bien évidemment. Une encyclopédie, on va essayer de profiter, d'essayer d'apprendre un peu de ton expérience, de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Avec plaisir. Comment ça marche chez nous? C'est que tout de suite, dès le début, on commence par une question. L'émission s'appelle Shkoun. Donc Shkoun, Sabrina. Ah, c'est une très grande question. Si tu m'avais posé la question, peut-être ça fait 2 ou 3 ans, je t'aurais dit, voilà, Sabrina, psychologue, maman, psychothérapeute, coach en développement personnel, chef d'entreprise. Peut-être aujourd'hui, je vais te dire juste un être humain qui est à la recherche de son âme. Voilà. C'est beau. C'est incroyable. Mais bon, après, on va revenir sur Terre. Voilà. Et je vais te dire que Sabrina, je suis donc psychothérapeute. Je suis installée sur Alger. Je suis maman de 3 enfants. D'accord. Je suis aussi une épouse. Je suis une fille. Donc, j'ai un papa. Ma mère, Allah yarhamha, est décédée. J'ai 2 frères. Un 3e qui est décédé, Allah yarhamha. Moi aussi. Donc, chaque jour, j'essaye de faire du bien autour de moi. Quelle mission, tu me diras. Très noble. Ouais, c'est très louable. Question, Lucan, je t'ai posé la question il y a 3 ans, ça aurait été peut-être différent à la fin de la réponse. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 3 ans? Alors, peut-être ce qui a changé, c'est que avec le travail sur soi, à un moment, on arrive à déposer un peu les masques. Les masques, c'est un peu ces personas sociaux qu'on a besoin d'avoir, de dire voilà, moi je suis. Moi, parce que tout ce que tu mets derrière le je suis devient identitaire. Et peut-être avec ce travail sur soi, je me dis aujourd'hui, l'identité, elle est très limitante. Mais on peut être encore beaucoup plus extraordinaire que ce qu'on est. Ou qu'on croit être. Donc avant, je me serais peut-être identifiée à travers mon job, à travers ma position hiérarchique, à travers ce que je fais ou ce que je possède aussi. Mais aujourd'hui, je trouve que tout ça, c'est bien. Oui, ça peut nous définir, mais ça peut nous représenter. Mais ça représente une facette de ce que nous sommes. Parce que l'être humain est vraiment beaucoup plus grand que ce qu'il pense être réellement. C'est très beau. Ça commence fort. J'aime. J'espère que vous aimez. Voilà. Pour comprendre un peu tout ça, tout ce que tu me dis, est-ce qu'on peut repartir peut-être un peu au début, les débuts de Sabrina, cette petite fille qui a grandi Dammous. Tout à fait. Qui est une petite ville. C'est une bourgade. Voilà. Dammous, c'est une bourgade. C'est la dernière commune de la wilaya de Tipaza. Voilà. Et après Dammous, il y a la wilaya de Chlef. Très bien. Et j'ai vécu là-bas les années 80, bon, je ne sais pas, il faut savoir que, voilà, j'ai 44 ans. Tu ne fais pas ton âge. Merci. Donc, j'ai vécu dans une toute petite bourgade et j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au lycée, collège, parce qu'il n'y avait pas de lycée à l'époque. Et au primaire, j'étais brillante. C'est parce que j'avais besoin quand même, parce que je suis brillante à l'école. D'accord. Donc c'était un besoin, c'était vital. Si j'avais de bonnes notes, j'avais au moins la sécurité d'être validée. Voilà. Je comprends. Collège? Collège, pareil, Dammous. J'ai habité à 50 mètres de la mer et j'adore la mer. Là où je peux me ressourcer, c'est un endroit où il y a la mer. Quand une ville n'a pas de mer, c'est bizarre, hein? Ça me... Je ressens un peu la même chose quand je suis loin d'ici. Bah écoute, tu vois, on est deux alors. Je comprends. D'accord, donc lycée, tu as quitté Dammous. J'ai dû quitter parce que voilà, c'était la décennie noire. Et comme le lycée était quand même à 30 km à peu près de Dammous et qu'on faisait le transport scolaire,
Et c'était vraiment des sentiers. Ouais. Voilà, il y a eu une attaque terroriste. D'accord. À l'époque. D'accord. Et donc j'ai dû quitter toute la région pour venir à Alger pour finir le lycée. D'accord. Et après je suis revenue à Cherchel. Tu as fait quel lycée à Alger? Alors j'ai fait celui de Dararia. D'accord. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas encore la Hachor, il y avait des dunes comme ça, exactement. Et après, je suis repartie à Cherchel, où j'ai fait le lycée Ben Larbaï, ça s'appelle. Donc, c'est le lycée à la sortie de Cherchel. J'ai eu mon bac et je suis revenue à Alger. Très bien. Voilà. Donc, tu as fait un bac Sciences. Sciences, toujours brillante. Ouais, bon, j'ai eu un bac, j'ai pas eu le bac que ma fille a eu, hein. D'ailleurs je suis très fière d'elle. Évidemment. Mais voilà, bravo Maïlis. Mais voilà, j'ai eu mon bac et je pense que j'ai commencé à m'intéresser à l'être humain et à sa psyché, ce qui se passe à l'intérieur. Pendant cette période, il y avait mon professeur de sport, je pense qu'il était aussi passionné de psycho. Il m'avait donné un livre. C'était un livre sur la psychopathologie de l'adolescent. Je ne sais pas comment il l'a eu. D'ailleurs, il est décédé, et à partir de là, je me suis dit, tiens. Et j'adorais les films quand il y avait des psys. Ah, c'était... C'était waouh. Tu apprenais, oui. Tu t'identifiais peut-être? Et j'étais toujours intriguée par l'humain. Et à l'époque, comme j'habitais une bourgade, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais il y avait la chaîne 3. Et à la chaîne 3, il y avait une émission à minuit, c'était Jamel Ben Amara. Et en fait, le concept, c'est que les gens l'appelaient et ils parlaient de leurs problèmes. Oh, et moi, j'étais fascinée. Allah l'appelle, il lui dit, ma femme, elle m'a fait. Et l'autre, il donnait des conseils. Je disais, mais c'est un job de rêve, ce truc. Voilà. Jamel Ben Amara, je ne sais pas s'il est toujours vivant en tout cas, ouais. Il a bercé mes nuits à Demos. Ouais, c'est voilà. Fou. C'est fou et puis ça montre aussi comment on peut être différent dans la vie. Les problèmes, je fais l'autruche. J'ai tellement de trucs. Pas envie de... S'il te plaît, ouais. me parle pas de ça et entendre que ça puisse te fasciner. Ah, moi je suis shootée à l'humain. Ouais. Ah, mais... c'est vraiment, mais je suis même dans une phase où, quand je suis avec l'humain, en fait, il y a ce qu'on appelle l'altération du temps. L'altération du temps, c'est la notion du flow. La notion du flow, c'est que tu passes 2 heures dans le truc, tu as l'impression d'y avoir passé 5 minutes. Mais moi, c'est ça. Très bien. Voilà. Et puis, Sabrina, donc après... tes études, ça a été donc les études supérieures. Tu as fait une spécialité. Oui, psychologie. Psychologie. Pour le grand malheur de mon père. Pourquoi tu dis ça? Il voulait pas. Ouais. Pour papa, c'était bien. Il me disait, ouais, fais pharmacie. C'est bien. Voilà. Parce que... C'est un truc générationnel, tu penses? Non, là, parce que, voilà... en fait, mon papa, c'est un salarié. Il a passé toute sa vie dans une entreprise, c'est un financier, donc la sécurité financière, voilà, la pharmacie pour une fois. Mais il avait quand même une fibre entrepreneuriale, hein. Mais voilà, il n'osait pas prendre des risques. Donc il se dit, voilà, si elle fait pharmacie, on ouvre une pharmacie, donc ça va être... l'officine, c'est... Bon, bah, après je ne me voyais pas avec la chimie. Moi, je voulais faire chimie. Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui est bien, c'est que, ok, tu veux faire ça? Bon, tu débrouilles. Tu fais ce que tu veux. Mais après, viens pas pleurer. Ouais. Voilà. Je me dis, c'est pas grave. T'es jamais reparti pleurer pendant pas tes études? Pas du tout. J'ai adoré mes études. Oh, t'as étudié en français? En arabe. En arabe, c'est ça. En arabe, ilm al-nafs, clinique, et on a fait tout le cursus en arabe. Abou Zarrea. Abou Zarrea. Mon Dieu. Ouais. Et en fait, je pense que quand on est passionné par quelque chose, on ne va pas se limiter au cadre qui nous est offert. Effectivement, on a fait des études en arabe, mais on avait des professeurs excellents. Et on était orientés, on pouvait lire des livres. Je trouve qu'on n'était pas aussi chanceux que maintenant, parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, par exemple, on peut se former à tout. Il suffit juste de le vouloir, hein. À l'époque, pour acheter un livre, déjà, voilà, il faut... Mais bon... Je savais que c'était bien. Ouais.
Tu le sentais, c'était ta voix et c'était... Voilà. Je me disais, c'est OK, je vais faire ça. Et s'il faut après que je fasse, je sais pas moi, vendeuse ou pour gagner ma vie, comme on dit, même si j'aime pas trop ce terme, ben je le ferai. En fait, le travail ne m'effrayait pas du tout parce que la valeur du travail m'a été transmise par mon papa quand même. C'était un bosseur. À quel âge tu as commencé à travailler? Alors à 10 ans. Ouais. Explique-nous. Ah oui, j'ai travaillé à 10 ans. Alors même si mon papa était salarié dans une entreprise, mais il avait une activité secondaire. Et donc, je l'aidais aussi. Très bien. Ouais. Et donc, tu as découvert le goût du travail très tôt. Oui. Ok. Et à quel moment tu as eu ta première expérience professionnelle? Professionnelle, c'était juste après mes études. En fait, j'ai fini mon cursus. Il faut savoir que dans les études de psycho, à la fin, en 4e année en tout cas, on fait un stage. Et là, on avait fait un stage au CPMC, au Centre Pierre et Marie Curie, donc d'Alger, au niveau de la scénologie. Après, il fallait préparer le mémoire de fin d'études et tout. Et donc, quand on est psychologue clinicien, on est définitivement, en tout cas, on va dire, destiné à être à l'hôpital. Donc, une fois que j'ai fini, bon, moi j'habite la wilaya de Tipaza, je suis partie chercher, taper. Coucou, je cherche du travail, bien sûr, avec ma naïveté de l'époque, sauf que ça a payé. Il y avait une organisation, une association qui prenait en charge les enfants abandonnés et qui avait besoin, en tout cas, d'une ressource. Pas forcément d'une psychologue, mais d'une ressource. Et j'ai été recrutée au sein de cette organisation. Donc j'ai fait quelques mois, 8 à 9 mois, autant que remplaçante de la directrice. C'était une expérience assez intéressante. Qu'est-ce que ça t'a appris? Déjà, ça m'a appris le cadre, ce que c'est que de travailler dans une organisation. Et surtout ici, là-bas, il y avait quand même une équipe pluridisciplinaire. Et il y avait une responsable qui était française, qui était passionnée. Parce que, en fait, c'était sa mission de vie de prendre en charge les enfants abandonnés. On travaillait avec une méthode hongroise, qui s'appelait la méthode Logzi. Et par exemple, l'hiver, il pleut, et à 10h du matin, on faisait sortir les bébés à l'extérieur. Et ça me passionnait, parce que je me disais, waouh, on va faire des choses différentes. Ouais. Propre. Donc, j'imagine, de fil en aiguille, tu as commencé à avoir d'autres expériences. Quel a été ton parcours après ça? Alors, pour être très honnête, donc j'ai fait 8-9 mois. Alors, j'avais quoi? J'avais 23 ans à l'époque. Et il fallait quand même faire sa vie, comme on dit. Et il fallait gagner un peu plus d'argent, il fallait acheter sa voiture. Et à l'époque, c'était le boom des multinationales. Donc ça a commencé en 2003. Il y avait quand même les multinationales qui rentraient en Algérie. Les télécoms, c'était le boom. Et donc j'entends parler par une amie que Jay-Z s'implémentait à Tipaza. Et j'ai dit, bon, voilà, je vais envoyer mon CV. Donc j'ai fait mon CV qui était vide, il n'y avait rien, il n'y avait que l'expérience de la pouponnière. Pouponnière, Jay-Z, marketing, vente, ça collait pas trop. Je me suis dit, bon. Qui tente rien. N'a rien. Une semaine après, je suis convoquée pour un entretien. Je fais mon entretien, je suis recrutée. Top. Dans le service client, qui n'a rien à voir avec ce que j'avais fait. Mais quand j'ai fait mon entretien, la personne qui m'a fait l'entretien, il m'avait posé la question pourquoi je dis bon voilà, je veux commencer quelque chose de bien structuré. Et je lui dis il y a un jour où je vais faire ce que vous faites. Et au bout de 3 ans, je suis devenue recruteur chez Jay-Z. Wow. Et je faisais de l'évaluation des compétences, ce qu'on appelle les assessment centers et tout ce qui est tests psychométriques. Donc est-ce que là tu es passé au groupe du coup? Tu étais à Tipaza, c'était une agence? C'est ce qu'on appelle le centre de service, d'accord? Mais c'était toujours Jay-Z. Hein, donc et après, je me suis mariée, d'accord?
Mon chéri se passe par là, donc voilà. Évidemment, j'espère bien. Donc, je me suis mariée et je suis descendue sur Alger. Et donc, à partir de là, Jay-Z, ce qui était bien, c'est qu'il favorisait ce qu'on appelle le recrutement interne. Et donc, il y avait des bourses au recrutement. Ouais. Et donc, j'avais postulé pour les ressources humaines. Ouais. Et j'ai été recrutée en tant que psychometric spécialiste. Ouais, right. Voilà, c'est spécialiste en psychométrie. Donc, j'avais le projet de créer ce qu'on appelle l'assessment center, d'internaliser l'assessment center chez Jay-Z, donc de créer vraiment une structure qui va être chargée de faire de l'évaluation avant les promotions, avant les mobilités internes, les recrutements, ce qu'on appelle les key positions et tout ça. Donc il fallait faire des bilans de compétences pour valider un peu le système motivationnel, les valeurs et tout ça. Très bien. Donc voilà, j'ai travaillé chez Jay-Z 8 ans. J'ai gravi les échelons, j'ai quitté autant que manager, l'équipe de recrutement et l'évaluation des compétences. Magnifique, une belle expérience j'imagine, dans un grand groupe. Oui, très formateur. Des milliers de salariés, une structure, des process, etc. Tout à fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'était une vraie école Jay-Z. La rigueur. Mais s'il y a quelque chose que j'ai vraiment appris chez Jay-Z, c'est ce qu'on appelle le customer care. Ça, je ne pense pas que je l'aurais appris ailleurs. Aujourd'hui, tu as une puce Jay-Z? Oui. Et je travaille avec Jay-Z. J'ai toujours eu Jay-Z, moi. Je collabore avec Jay-Z aussi, okay. C'est mon client. Et au-delà c'est-à-dire de l'employeur, c'était une réelle expérience humaine, le travail chez Jay-Z. Parce qu'il y avait quelque chose, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Donc même 20 ans après, quand je parle de Jay-Z, je dis « Hna ta Jay-Z ouais. ». Et ça m'a appris comment est-ce qu'on peut créer ce sentiment d'appartenance, même quand on est à échelle humaine. Moi aujourd'hui, j'ai un cabinet, j'ai des collaboratrices, mais je fais très attention à ce qu'il y ait un vrai esprit d'équipe. Ce n'est pas le slogan RH, non, mais une vraie qualité de travail qui permet vraiment à la personne de s'identifier totalement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'un des plus beaux apprentissages chez Jay-Z. Aussi, l'endurance. Parce que quand tu bosses dans une multinationale, ça ne rigole pas. Je me rappelle quand on était, je crois, collège ou lycée, il y avait, je ne me rappelle plus un peu exactement de la leçon, mais on disait les multinationales, il y a Asro, comme un citron et tout. Et moi j'ai envie de dire non. C'est vrai qu'effectivement on peut avoir cette vision, mais après, regarde tout ce que tu peux apprendre dans une multinationale. Ouais. Moi, je vous dis, aujourd'hui, en tant que chasseur de tête, je sais que les meilleurs cadres de la place d'Alger sont sortis de chez Jay-Z, que ce soit dans les ressources humaines, dans le marketing. Ça a été une vraie école. Là, toutes les entreprises vont aller débaucher les cadres de Jay-Z. Voilà, bon bah... tant pis. Tant pis pour eux. C'est celui qui offre le mieux peut-être. Voilà. Après, en même temps, si on a ce sentiment d'appartenance, etc., il n'y a pas que l'argent finalement qui compte. Ah non. Donc quand quelqu'un se sent bien chez Jay-Z ou dans une autre entreprise, même si on lui propose plus, en vrai, il ne va pas quitter sa famille, il ne va pas quitter ses valeurs, il ne va pas quitter ce qu'il a accompli jusque-là, ce qu'il a construit. Il n'y a pas que l'aspect pécunier dans un travail. Parce que, ok, on peut avoir les avantages, mais il y a des avantages en nature. Il y a la qualité des relations, il y a l'espace qu'on vous donne. Peut-être que si si tu es dans la création, on va te donner un poste où on va te donner quand même une certaine liberté d'action, tu vas être force de proposition. C'est quand tu te lèves le matin, tu ne vas pas à reculons. Tu sais que tu vas apporter quelque chose. Et chacun à son échelle, il peut vivre cette expérience, mais ça dépendra de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, enfin en tout cas, majorité des entreprises avec lesquelles je collabore aujourd'hui, ils sont très conscients de l'impact, de l'équilibre de l'humain et comment un être humain, il peut être... D'ailleurs, merci Covid, je te donne cette information, il y a eu des études récentes
après le Covid, qui ont démontré que des employés heureux, c'est des employés 7 fois plus productifs. Donc finalement, le management avec, je sais pas quoi, le bâton et tout, c'est pas forcément la meilleure. Plus on est dans un état d'équilibre et de bien-être, plus on peut être connecté à sa force de création. Parce qu'on n'est pas en mode survie. Donc si je suis dans une entreprise où j'ai très peur ou qui m'a va demander à ta créativité de surgir. Tu seras, en tout cas, ton cerveau archaïque, il est là pour te protéger. Donc ton énergie vitale, tu ne vas pas la mettre dans la création. Donc c'est très important, l'environnement. J'aime beaucoup ce que tu me dis là, c'est très intéressant. Comment tu fais pour ne pas tomber dans l'inverse, dans le sens où si tu donnes trop de confort, par exemple, à une équipe, tu peux avoir quelques éléments, un élément ou tous les éléments qui se disent finalement c'est chill, c'est une boîte cool, c'est ma planque, c'est ma boîte de confort et voilà. Excellente question. Je pense que la première des choses, c'est le cadre. C'est le cadre. Quand on pose un cadre et le management par objectif. Et surtout, il faut toujours garder en tête qu'autant que chef d'entreprise ou autant que manager ou directeur, ça t'appartient de reposer le cadre si c'est nécessaire. Et toujours de dissocier entre on peut très bien manger ensemble, rigoler, créer cette atmosphère, mais en même temps, on a un cadre et on a des objectifs à atteindre. Et ça, je trouve que plus la personne travaille sur elle, mais c'est de l'introspection, d'où la puissance du travail sur soi. Quand je me connais suffisamment et que j'ai travaillé sur moi et je connais mes objectifs aussi, parce qu'il y en a plein, ils disent que oui, moi je veux faire et tout, mais quand tu lui poses la question sur son objectif, il ne sait pas. Il a envie. Oui, avoir envie et avoir un objectif, ce n'est pas la même chose. C'est un objectif, il doit être SMART. Moi, je rajouterais SMART F. Le EF, c'est écologique et fun. Et donc, le fun, ça va créer c'est-à-dire ce ciment qui va... Quand on est dans la joie, on peut vraiment atteindre tout ce qu'on veut. Donc, l'idée, c'est pose ton cadre, identifie tes objectifs et le follow-up, le suivi. Ouais, tu peux laisser... Et peut-être que la puissance aussi, c'est de connaître ses collaborateurs. Parce que quand on connaît les profils, tu peux avoir 5 collaborateurs. Le système de valeurs de chacun est différent. Tu vas avoir un qui a besoin de plus de liberté d'action, mais tu vas avoir un autre qui a besoin d'être étroitement suivi. Et le chef d'entreprise doit être capable de jongler entre ça et pas dire « oui, mais pourquoi l'autre il fait comme ça ?» Oui, mais moi j'ai besoin. Non, c'est de s'adapter. C'est là où il va pouvoir tirer le meilleur de chaque collaborateur, on va dire. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Dans une équipe où il y a donc, plusieurs profils qui peuvent être différents, etc., est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être avantageux à une structure, à une entreprise, justement, d'aller chercher cette différence, etc. Parce que, tu vois, il y a 2 types de boîtes. Tu as les boîtes qui se disent, nous, on a besoin de tel profil, ils ont un cadre, et puis c'est toujours les mêmes profils qui vont recruter, les sorties d'HEC ou les sorties de machin. Ou alors, tu as d'autres entreprises qui te disent, non, moi, je vais aller chercher un peu l'humain. Lui, il est créatif, l'autre, il est rigoureux, l'autre, c'est les objectifs, l'autre, c'est grande école, l'autre, c'est pas fait d'études tout court. Mais le mélange, cette mixité-là que tu peux créer dans une équipe, parfois, ça peut aussi donner des choses extraordinaires. Alors, si tu me poses la question à moi, je vais te dire que pour moi, c'est l'option numéro 2. Moi, je pense que l'être humain est tellement complexe que de le limiter par rapport à un diplôme ou par rapport à une qualification et croire que l'être humain est linéaire, ça veut dire si je prends un polytechnicien, je vais avoir les résultats, c'est-à-dire d'une façon vraiment de cause à effet comme ça, je trouve que c'est très réducteur. Et si, en tout cas moi, je suis plus... partisane de l'hétéroclite. Très bien. Après, il faut avoir les moyens de manager ce genre d'équipe.
Parce que c'est des équipes qui demandent beaucoup de finesse dans le management. Mais par contre, là, on peut faire des booms. Parce que les autres... En fait, plus on est dans la structure, plus c'est compliqué d'accompagner une évolution, enfin peut-être par rapport au temps moderne, parce que voilà, la vitesse d'évolution elle est différente aujourd'hui. C'est important de faire un plan de carrière à tes équipes? En tout cas, c'est important que la personne sache où elle va. Parce que le plan de carrière, en tout cas, moi, comment je le vois, il n'y a pas que quelque chose de vertical. Moi, je suis plus partisan de l'évolution horizontale. Parce que je peux rester dans un seul job, par exemple, pendant 10 ans, mais j'apprends, je me forme, j'évolue, je crée, je fais des choses en parallèle. Comme ça, pour moi, c'est une progression de carrière. Et je peux faire ça, ça veut dire rentrer en tant que, je sais pas moi, superviseur commercial, finir en tant que DG, mais en vrai, je n'ai fait accroître que mon titre, mais pas forcément la richesse et l'expérience et ce que j'ai besoin de vivre en tant qu'être humain. Et je pense que la carrière, c'est bien sûr qu'il doit y avoir tout l'aspect pécunier, du salaire, des avantages, c'est important de valoriser tout ça, mais en même temps, quelle est la vie dans tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce que j'expérimente? Comment j'évolue? Je pense que c'est ça aussi ce qui est important. On apprend énormément de choses avec toi, je suis ravi. Merci. Après la phase Jay-Z, il y a eu quoi? Alors après la phase Jay-Z, en fait, je suis arrivée à une période où j'avais 3 enfants en bas âge. J'avais 4 ans, 2 ans et 4 mois. Et je ressentais quand même le poids de faire 40 km le matin, rentrer le soir avec un bébé, enfin 3 bébés quoi. Et donc j'avais décidé, d'un commun accord avec mon époux, de m'arrêter, de faire un master en ressources humaines. Donc je m'inscris à l'ISGP, j'ai commencé mon master et puis 1 mois après j'ai retrouvé du job. Voilà. Je voulais prendre une année pour pouvoir faire mon master, enfin 2 ans. Mais au bout d'1 mois, j'ai été contactée par une personne. Et ce qui m'a intéressée dans le job qu'on m'avait proposé, c'était d'être chasseur de tête. Donc c'est un peu ce que je faisais chez Jay-Z. Donc pendant Jay-Z, pendant 8 ans, je recrutais. Je faisais des évaluations des compétences. Donc la personne, elle me dit, voilà, nous, on est un cabinet de recrutement. Tu vas avoir une flexibilité. Tu bosses comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Nous, on a des objectifs. Tu fais tes objectifs. Et on est bon. Voilà, on est bon. Donc j'intègre ce cabinet de recrutement. Et là, par contre, il y a eu le passage de la grande multinationale à un appartement à Dararia. Et même la cuisine qui fuitait. Donc le truc du voisin qui fuitait. Donc sur un plan prestige et image de marque, c'était quand même assez violent. Mais ce n'est pas moi qui me suis rendu compte. C'est une de mes amies qui vient et me dit « Mais Sabrina, qu'est-ce que tu fais là ?» Je lui dis « Mais moi j'adore, je viens travailler comme je veux, je peux même avoir un masque sur les cheveux et venir travailler, il n'y a personne. » Elle me dit « Mais ça va pas, tu avais un bureau qui faisait la taille de tout cet appartement, tu avais une grande équipe, et là qu'est-ce que tu fais là ?» Mais en vrai, à ce moment-là, dans mon système de valeurs, il y avait quelque chose qui a changé. Avant, quand j'étais j'adorais j'ai adoré mon parcours, mais autant que jeune, j'avais besoin de me former, de gagner de l'argent, de sécuriser certaines choses. Et à un moment, dans mon système de valeurs, il y a la famille qui est montée. Donc la famille avec la sécurité. Elle est devenue prioritaire. Elle est devenue prioritaire. Et donc le fait d'avoir un peu plus de temps, de pouvoir rentrer à la maison plus tôt, récupérer les enfants et tout, donc moi je ne voyais pas ce que les autres voyaient. Ouais, mais toi tu étais dans la multinationale. Donc voilà, c'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, donc le cabinet est passé par des phases, ça a évolué. À un moment, on est rentré en actionnariat avec un cabinet international de chasse de tête qui s'appelle Alexander Hughes. Et à ce jour, je suis associée dans ce cabinet de chasseurs de tête. Magnifique. Donc aujourd'hui, tu as, j'imagine, une équipe. Alors oui, des collaborateurs. Voilà, des collaborateurs. Mais en même temps, il y a eu quelque chose durant toutes ces années-là.
c'est que, voilà, à un moment, tout allait bien. Enfin, c'était sur les rails. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Je me questionnais un peu. Ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait, quand l'être humain commence à atteindre une vitesse de croisière dans un domaine, c'est ce qu'on appelle une période. En fait, dans l'évolution, on a soit une morphostase ou une morphogénèse. Moi, j'étais dans une morphostase. Ouais, je gagnais ma vie. J'avais les plus belles multinationales avec lesquelles je collaborais et tout. Mais il y avait quelque chose qui manquait. C'était quoi? Le retour à l'humain. Parce que moi, je suis shootée à l'humain. Quand je fais des assessments et de l'évaluation, j'adore ça, parce que les gens se livrent, on les coach, bref. En 2017, il y a un événement tragique. J'ai perdu ma maman. Donc, j'ai perdu ma maman, elle est partie du jour au lendemain, elle était très jeune. Et là, en fait, la vie, elle te prend et elle te fait « Ok, déberre-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça. » Et là, je passe par une crise existentielle. Quand on perd quelqu'un, donc le pilier d'une famille, la maman c'est un pilier. Il va y avoir ce qu'on appelle la redistribution des rôles. En fait, le système tenait d'une certaine façon, et quand on perd, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une redistribution des rôles. Et cette redistribution des rôles, elle est violente pour les personnes, et tout dépend. Après, votre papa, mon papa, il a été quand même assez compliqué à gérer. Elle était tout pour lui. Et à un moment, il s'est retrouvé complètement grabataire. À l'époque, j'avais 3 frères. Je dis ça parce que là, j'en ai perdu un après. Donc, cette redistribution des rôles, ce travail de deuil, et surtout, en fait, le jour où j'ai enterré ma mère, on est venu me dire... Maintenant, tu es la sœur, tu es la mère, la sœur, tu es tout pour eux. Et donc, inconsciemment, j'avais pris la cape du sauveur pour tout le monde. Et en fait, ce qu'on ne peut jamais faire, c'est qu'on ne peut jamais sauver à partir de notre propre mal-être. Donc, on a essayé, j'ai tenté pendant 8 mois de faire des choses. Et j'ai ma grand-mère aussi. Louisa, si tu passes par là, mais je sais que c'est pas... Et j'avais ma grand-mère qui a perdu sa fille. Et je pense que la douleur de perdre un enfant, elle est... voilà. Et donc, j'avais comme mission inconsciente, je me dis, il faut que je sauve ma grand-mère, mon père, mes frères, mon petit frère, Allah yarhamou. Et c'était une vraie tourmente. Et à un moment, c'était plus possible. Je me rappelle, il y a un jour, j'ai dit à mon époux, ça va pas. Soit je me fais prendre en charge, soit ni dakhla fil hayt. Et j'ai la chance d'avoir un époux qui est très, 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 très supportif. Il m'a dit, tu as besoin de quoi? Et c'est là où il y a eu le cadeau caché. Parce que je me disais, si j'ai besoin, j'avais besoin de me prendre en charge, et j'ai commencé à chercher. Mais c'est pas du tout pour cracher sur ce qu'il y a en Algérie et tout, mais en fait, j'avais besoin de me prendre en charge, mais en même temps, j'avais aussi besoin d'autre chose. Donc j'ai cherché un peu de l'aide ici, je suis partie voir une PNListe, je fais un peu d'hypnose, et à un moment j'ai dit à mon chéri, voilà, je vais faire une formation. Et l'avantage c'est qu'avec cette formation, je me fais accompagner en même temps, je fais mon propre travail sur moi. Et il m'a dit, ok, si c'est ce qu'il te faut, let's go. Ça a été fait. Ça a été fait. Donc je me suis inscrite à Paris. Ça a demandé beaucoup d'efforts parce que c'était assez contraignant. Et je pense que dans la douleur... Je pense que c'est dans la douleur. Je pense que c'est dans la douleur qu'on peut créer le plus. Encore dit, je pense que c'est dans la douleur. Je pense que c'est dans la douleur. Si on est capable de la dépasser, qu'on peut créer les plus belles choses. Alors, il y a à peine 3 mois, j'ai perdu ma grand-mère. Et je vois un peu ce que tu dis, dans le sens où ma mère, c'était tout pour elle. C'était, je sais pas, elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est appeler la maman.
Le soir, c'est la maman. Elle sort du boulot, c'est la maman. C'était le repère. Elle se racontait tout. Et il y avait un soutien, il y avait une relation fusionnelle. Voilà, la seule fille, sa maman. Le jour où elle a perdu, c'est dur. 3 mois après, ça ne va pas. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu des gens comme ça, pareil, des proches, des personnes importantes dans leur vie, etc. Si tu pouvais les conseiller pour passer à autre chose, je ne sais pas si on passe à autre chose d'ailleurs, mais en tout cas pour aller mieux, continuer à vivre parce que la vie continue, etc., ça serait quoi? Alors, déjà, couvez votre peine, parce qu'on a besoin de vivre sa peine. La perte n'est jamais, jamais, jamais facile à digérer. Il va y avoir des jours où vous allez remettre tout en question. Tout, même les fondamentaux de votre vie, de vos croyances, vous allez tout remettre. Mais c'est un passage. Après, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est pour les courageux. Parce que malheureusement, dans notre inconscient collectif, si je demande de l'aide, ça veut dire que je suis faible. Ça veut dire Mohamed Charabé aussi. Sauf que non. Moi, je préfère... Parce qu'un deuil pathologique, on peut le transmettre à nos arrière petits-enfants. Par contre, vivre sans deuil, c'est les libérer. C'est libérer toutes les générations. Moi, ce qui m'a le plus aidé dans le deuil, et heureusement que j'ai rencontré cette méthode, c'est le neurofeedback dynamique. Parce qu'après le décès de ma maman, mon petit frère a fait un cancer, un néodurin, et il est parti 2 ans et demi après. Et je pense que si je n'avais pas eu la chance d'entraîner mon cerveau tout le temps et souvent, ça aurait pris peut-être un peu plus de temps. Et je trouve que c'est une méthode qui est extrêmement aidante dans les deuils. D'ailleurs, pour mettre en lien un peu avec ce que tu dis aujourd'hui, tu fais toi-même du neurofeedback. Tout à fait. Donc, dans ton cabinet, qui se situe à Ouled Feit. Ouled Feit. Très bien. Comment ça se passe? Alors, en fait, le neurofeedback, c'est comme du sport pour le cerveau. Moi, la première fois où j'ai entendu parler de la méthode, c'était lors d'un séminaire à Paris et on me dit, voilà, il y a un système, on va te brancher des capteurs sur la tête, tu vas écouter de la musique et ton cerveau, il va se réguler et il va y avoir des comportements différents. Avec mon ego de psy, je dis, mais c'est quoi ce truc-là qui... Donc, je teste la méthode. Et à l'époque, j'étais en plein deuil, hein. C'était l'année qui a suivi le décès de ma mère. Et je dors comme un bébé. J'avais un sommeil très mauvais à l'époque. Je me suis dit, quand même, il y a un truc intéressant ici. Donc le lendemain, je vais voir la dame, je lui dis, je veux faire une 2e séance aujourd'hui. Donc je fais une 2e séance et je rentre à Alger 2 jours après. Il faut savoir que moi, je me réveille très tôt. Ça veut dire, le plus tard pour moi, c'est 7 heures. Voilà, 5h30, 6h, je suis debout. Et mon chéri, il fait la grasse mat. Donc on est quand même un couple qui est voilà, bien différent par rapport au sommeil. Je rentre à Alger, je me réveille à 10h. Le gars, il n'a rien compris. Il me dit, mais depuis quand toi tu dors jusqu'à 10h? Je lui dis, tu sais quoi? J'ai fait un truc à Paris. Voilà. Ah, il m'a dit, c'est un truc intéressant ça, si tu dors comme ça. Tu en fais encore. Donc je fais tout un parcours d'entraînement cérébral et ça agit pas que sur mon sommeil, sur mon humeur, sur ma capacité à me mettre en action, sur du lâcher prise. Je me suis dit, ok, je le veux. Et donc après 5 mois, j'ai décidé de me former au neurofeedback et de ramener le matériel pour le pratiquer ici en Algérie. C'est vrai que personne ne savait ce que c'était quand même un risque. Et je suis très fière de ce... Il a d'abord fallu faire un travail informatif, explicatif. Oui, alors au début c'était que du bouche à oreille. Donc j'étais installée en tant que psychologue, en tant que psychothérapeute. Mais déjà, le dispositif en soi, des capteurs sur la tête, il est impressionnant. Les gens ils disent ouais, c'est quoi une lobotomie? Qu'est-ce que je vais subir? Pour expliquer que c'est une méthode 100% naturelle alors qu'on a un dispositif, un appareil, hein, je dis mais c'est un bijou de technologie, hein, le neurofeedback dynamique.
Donc ça a commencé comme ça, donc c'était en 2019. Après, il y a eu le Covid. Donc à un moment, c'était les débuts du cabinet, gros investissements, fin de formation à l'étranger et tout. Donc je te laisse deviner un peu tout ce que ça a pu coûter. Bonjour Covid, il faut rester à la maison, il ne faut plus travailler. Et là, je me dis, ok, comment je vais prendre les choses? Est-ce que j'explose ou est-ce que je me dis non, de toute façon, il y a un message derrière? Et bien, suite au Covid, mon frère était malade. Donc c'était une période quand même très compliquée. Je pense que je n'ai pas encore eu le temps de réagir au fait que voilà, le cabinet s'est mis en stand-by et tout. Et mon frère décède en mai, enfin fin avril 2020. Et à partir de là, il y avait un besoin de communiquer. Quoi, comment, je ne sais pas. Pendant le Covid, alors il faut savoir que moi je suis une novice des réseaux sociaux, mais de chez novice. Ça veut dire mon premier compte Instagram, je l'ai ouvert en 2019. Facebook en 2014. Et j'avais même pas de compte, ça veut dire que c'était juste pour... Et donc je commence à voir les gens sur Insta et je trouvais que c'était quand même je sais pas, c'était un support assez intéressant. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu tellement de pertes humaines pendant cette première année Covid et la détresse des personnes. Et moi, je venais de perdre ma mère, mon frère récemment, et j'avais besoin de communiquer sur ça. Et l'aventure a commencé. Donc doucement, doucement, s'autoriser aussi et s'afficher. C'était pas simple, mais je pense que quand on a une mission supérieure, à un moment, on oublie. Parce qu'à un moment, moi, j'étais fascinée par les jeunes qui se réveillaient le matin et qui se mettaient à parler en story. Je dis, waouh, le courage. Ils affichent tout. Ils affichent l'enfant, la maison, le drap. Waouh, je ne savais pas que ça pouvait... Bon, bref, après, on peut le faire à sa manière. On n'est pas obligé... Et donc, grâce aux réseaux sociaux, ça m'a permis aussi de communiquer sur la méthode. Et cette méthode fait aujourd'hui beaucoup de bien aux personnes. Et j'en suis très fière. Bravo. Merci. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un lien entre tes deux casquettes, entre tes deux métiers, de chef d'entreprise, de directrice, où tu gères des projets, des équipes, des objectifs, des aspects financiers, etc. Et cette seconde partie qui est le neurofeedback, tes patients, l'humain, où c'est plus posé, où il y a plus de temps, où il y a une vraie relation, un lien avec tes patients, voilà, intime, etc. Ouais, complètement. Comment tu gères tu vois, cet échange d'un jour t'es là, c'est ça? C'est très différent, on est d'accord, ou non? Différent, pas autant que ça. En tout cas, d'apparence. Mais en fait, je pense que moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, il n'y a pas eu, je n'ai pas eu à choisir. Moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est le « et ». Quand on me demande de choisir, quand je ne peux pas, je mets le « et ». Même si ça va me demander plus d'énergie, même si ça va me demander d'ajuster des choses, de dégrader volontairement certaines choses. Parce que des fois, pour pouvoir faire plus de choses, il faut accepter de dégrader certaines choses. Et je pense que c'est à un moment, voilà, il y a des choses que j'ai appris à déléguer, même au niveau du cabinet. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des collaboratrices. À un moment, j'étais la seule à faire du neuro parce que voilà, il n'y avait pas, ça se bousculait pas. Mais aujourd'hui, les gens ont commencé à connaître la méthode. J'ai la chance d'avoir 3 collaboratrices qui sont formées, qui prennent en charge la méthode. Mais voilà, je pense que la loi de Pareto, elle est intéressante, le 20-80. C'est qu'à un moment, il faut aussi lâcher un peu l'ego du fondateur, de celui qui crée, parce que c'est comme des enfants, hein, et de se dire, ok, qu'est-ce que je garde et comment est-ce que toujours je vais chercher l'écologie. Parce que si ce n'est pas écologique, ce n'est pas viable.
Mais je dirais que c'est une aventure humaine dans les deux sens. Après, je peux avoir certaines préférences, bien sûr que si tu me poses la question, est-ce que tu préfères encore faire de l'évaluation des compétences ou de la thérapie ou de l'hypnose? Ça dépendra des jours. Mais plutôt la deuxième. Oui. D'accord. Tu vois, personnellement, I struggle. Comment dire, je rencontre des problématiques comme ça constamment, de par tout ce que je fais. J'ai une boîte à Paris, une boîte en Algérie. Je passe mon temps entre 3 pays à faire en plus une émission et des formations et des trucs. Et c'est vrai que je suis un peu trop dans too much. Tu es challengé. Ouais, challengé et je n'arrive pas à lâcher prise, ce que tu disais là tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup de gens qui sont dans l'entrepreneuriat au début font ça parce qu'ils se disent on est jeune, il faut tout donner, il faut réussir, etc. Tu te lèves à 5 heures, tu travailles tous les jours, parfois j'ai pas de week-end. Et à un moment tu te dis mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas productif tout ça, mon cerveau il n'arrive pas à tout gérer, il y a un stress qui ne te permet pas de prendre les bonnes décisions, etc. Donc comment on fait? Parce que je sais que beaucoup de personnes que je rencontre de par mon travail sont dans la même situation et on n'arrive pas à se détacher de ça. Comment on fait? Alors, la première question c'est pourquoi tu le fais? C'est ton why. Si tu as une mission derrière, tu vas être capable de hiérarchiser. Alors, peut-être aussi, je ne pense pas qu'on soit de la même génération. Donc, les jeunes, vous êtes quand même assez... je trouve que vous avez beaucoup de mérite. Les jeunes d'aujourd'hui, hein, je ne sais pas ceux qui ont moins de 30 ans. Parce que j'ai jamais vu... Du coup, je suis vieux. Ah, d'accord. Bon, je pensais que tu avais moins de 30 ans. Du coup, je suis vieux. Merci beaucoup. Voilà. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont le courage d'aller créer, de faire des choses et tout. Mais en même temps, il ne faut pas aussi tomber dans la frénésie du faire. Parce que quand on s'identifie à travers ce que l'on fait, il suffit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour qu'on tombe dans une crise identitaire. C'est très bien de faire, mais ça ne doit pas me définir. Et gardons toujours en tête que c'est l'humain qui crée, donc c'est toi qui crée. Donc à un moment, si tu te mets, entre parenthèses, en danger par rapport à ton équilibre, par rapport à... c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas vrai que je ne peux pas. Si tu es au centre du game, tu pourras continuer à créer. Et peut-être que tu es une personnalité qui a besoin d'os à ranger. Bon, c'est très mignon ce que je te dis. Moi, personnellement, dans mon système de valeurs, il y a quelque chose qui s'appelle la nouveauté. J'ai besoin d'avoir des projets différents. D'accord ? Aujourd'hui, je finis un process de formation pour être thérapeute systémique et je fais de la constellation familiale. Ça m'a pris 8 mois. Je fais des allers-retours chaque mois. C'est épuisant, mais j'adore ça. Alors, qu'est-ce que c'est, la constellation familiale? En fait, la constellation familiale, c'est un outil thérapeutique. Et on va travailler... Tu vois, par exemple, tu as des soucis, tu as travaillé avec un thérapeute classique. Tu as fait une prise en charge, on a identifié tes traumas de l'enfance, on a fait de la thérapie. Et après un moment, il y a quelque chose qui bloque par rapport à un certain truc. C'est comme s'il y a un plafond de verre et tu n'arrives pas à le... Quand c'est comme ça, c'est généralement transgénérationnel. Et aujourd'hui, ça a été prouvé par la science qu'on n'est pas porteur que des caractéristiques physiques de nos ancêtres, même leurs traumas. Donc par exemple, des fois, il y a des histoires de famille qui sont assez lourdes, et ben on va les travailler avec de la constellation familiale. Très bien. Quels sont les types de personnes que tu reçois dans ton cabinet? Alors, je ne travaille pas avec les enfants.
Okay. Parce que je juge que je ne suis pas apte, parce que je suis maman. Et je préfère... Ça ne serait pas objectif. Voilà, je serai toujours dans un élan peut-être de protection et tout, donc je ne travaille pas avec les enfants. Alors, il faut savoir que j'ai deux orientations dans l'accompagnement. Aujourd'hui, je suis coach professionnel, donc j'accompagne les chefs d'entreprise, les directeurs, donc voilà, les entreprises aujourd'hui me mandatent pour accompagner dans ce qu'on appelle du coaching de performance. Donc ça, c'est une partie de mon accompagnement. Dans la thérapie, depuis cette année, j'ai très peu d'individuels parce que j'ai pas trop le temps. Mais ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de thérapie de groupe et de coaching de groupe. Mais j'ai beaucoup les femmes. Voilà, je vais dire quand même, mais je suis une thérapeute qui adore les femmes. Très bien. Voilà. Donc comment on fait pour te contacter ? Alors, pour me contacter, si c'est pour du neurofeedback, donc il y a les numéros du cabinet, il y a la page Instagram. Voilà. Donc, page Instagram. Page Instagram, c'est... Sabrina Mokrane. Alors, Sabrina Mokrane Psy, c'est la mienne, mais il y a neurofeedback, Center, je ne sais pas quoi. D'accord, très bien. Alors, comme le temps passe vite, c'est que le moment, on n'a pas senti vraiment. Quels sont les conseils que tu peux donner aux gens qui nous regardent, aux jeunes ou aux moins jeunes qui nous regardent, pour réussir leur vie, pour aller de l'avant tout le temps, continuer, pour être résilient peut-être? Ouais, ça c'est un beau terme, la résilience. Alors moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, n'acceptez pas les croyances des autres. Parce que si vous n'imaginez même pas tout ce qu'on m'a dit, tu peux pas réussir en Algérie, tout ça, c'est créer votre réalité. Vous êtes capable de tout créer à partir du moment où vous allez vous mettre en action. C'est l'action le secret. Il faut bien commencer quelque part, se faire confiance. Et à un moment, il va y avoir la magie qui va opérer. On a un pays extraordinaire. On a des ressources. Aujourd'hui, avec les réseaux, je trouve qu'il y a des opportunités de dingue pour tout le monde. Mais peut-être le piège, c'est d'accepter toutes les croyances limitantes. Parce que moi, on m'a dit, le salariat, c'est la sécurité. Hein? Tu quittes le CDI. Ça ne veut pas dire qu'on est tous censés être des entrepreneurs. On a besoin de personnes qui ont besoin du CDI. Mais commencez à travailler. Acceptez déjà l'effort et après aller chercher peut-être l'opulence. Mais à un moment, construisez-vous, surtout ça. Alors, autre chose, tu me fais penser à un truc. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas de ce que je côtoie à travers mes différents entourages, c'est qu'ils réfléchissent moins au lancement, j'ai l'impression. Oui. Donc ils se lancent, ils essayent. Par contre, j'ai l'impression qu'ils abandonnent plus vite. Rapidement. Donc c'est un peu en lien avec cette résilience. Et en même temps, parfois, si je me mets à leur place, je peux éventuellement les comprendre dans le sens où pendant 2 ans, 3 ans, tu essayes d'émerger ton projet, il ne sort pas. Quelle est la limite entre keep going, persévère à vie sans que ton projet marche, ou pivoter et trouver ton axe Moi, je pense que le secret, il est dans la capacité de faire différemment. Parce que des fois, en fait, on est les seules victimes de notre mindset. Peut-être parce que j'ai designé une route, une trajectoire, et pendant peut-être le trajet, peut-être j'ai besoin de faire complètement, je ne sais pas, aller sur autre chose, mais sur un plan égotique, non. J'ai du mal, parce qu'en fait, on ne souffre pas de... Par exemple, je donne un exemple rapide,
des personnes qui ont été en couple pendant 20 ans et qui divorcent. Tu sais qu'ils ne souffrent pas du divorce. Ils souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil du temps qu'ils ont passé. Mais s'ils étaient capables de dire les 20 ans, c'est cadeau. Et en fait, ils sont capables de passer 40 ans à pleurer un divorce, enfin un mariage de 10 ans, juste parce qu'ils n'arrivent pas à faire le deuil. Mais les 10 années, quelque part, il y a de l'apprentissage. Ensemble, c'est voilà. qu'il y avait quelque chose. Mais il est capable de perdre 40 ans à souffrir des 10 ans. Et à un moment, c'est juste, en fait, il faut changer le prisme de vue, c'est de dire, peut-être que la feuille de route est un tagda, si je m'autorisais peut-être à accepter mes échecs, à dire, ok, je change, je dégrade. L'agilité. L'agilité est une qualité extraordinaire. Fi kullash. C'est un mot que j'aime. Ouais. L'agilité. Ok. Si on veut te contacter, comment on fait? Sur le compte du cabinet. Voilà, et les 2 numéros, les réseaux sociaux, il y a ma page Instagram. D'accord. Sabrina Mokrane Psy. Donc Sabrina Mokrane Psy. La page du cabinet? La page du cabinet, c'est Coaching Neurofeedback Center. Très bien. Et voilà. Puis, j'imagine, tu as un compte LinkedIn, etc. Oui. Pour tout ce qui est activité corporate. Voilà, Sabrina Mokrane. Mokrane toujours. Voilà. All right. Un dernier mot? Kiffez votre vie. La vie est belle. L'Algérie est magnifique. Donnez-vous les moyens d'avoir la vie que vous voulez. Merci beaucoup. Avec pour plaisir. Cet échange, pour ce moment, pour ce retour d'expérience. Merci également à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci pour les commentaires que vous nous laissez à chaque fois, les encouragements, les messages gentils. N'hésitez pas à nous écrire, à continuer à nous encourager avec des likes, avec des abonnements, etc. À très vite et puis take care. Ciao.